Séisme judiciaire à Kinshasa. Le 30 septembre, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné à mort et a été condamné également à payer 33 milliards de dommages et intérêts, accusé de trahison et de complot avec des mouvements insurrectionnels. Comment s'est déroulé ce procès historique? Quelles étaient les preuves qui étaient avancées? Quels sont les recours que l'ancien président peut avoir? Nous allons en parler ce soir avec notre invité, Ben Luther Touéré, enseignant à Paris 13, docteur en droit public, bien connu aussi de la chaîne Global Africa Télé Sud. Il est avec nous ce soir pour en parler. Cher Ben Luther, bonsoir. Bonsoir maître. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est un événement historique que cette condamnation à mort d'un président congolais? Est-ce qu'en Afrique il y a eu des précédents? Est-ce que les peines ont été appliquées ou est-ce que c'est des condamnations par principe? Alors déjà, il faut dire que c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel qu'un ancien chef d'État soit condamné à mort. Mais s'il faut faire recours à l'histoire, on peut notamment se rappeler par exemple au Ghana de la condamnation de Kwame Nkrumah en 1966, condamné à mort, de Jean Bédel Bokassa en RCA en 1987 et de Moussa Traoré au Mali en 1993. Mais toutes ces condamnations, toutes ces peines n'ont jamais été exécutées, appliquées, voilà, et ont été souvent commuées en prison à perpétuité et in fine graciées par la suite. Mais dans le cas de la RDC, c'est totalement historique, c'est une première, c'est la première fois qu'un ancien chef d'État... Est-ce que dans ces procès-là de chefs d'État, est-ce qu'on était dans la même situation qu'avec Kabila, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent, il n'était pas représenté par ses avocats? Est-ce que pour vous, ça tient la route juridiquement, un tel procès? Alors, juridiquement, évidemment, ça pose un problème d'un procès équitable. Ça pose un problème d'un procès équitable, mais qu'à cela ne tienne, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été condamnée par contumace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par contumace? Ça veut dire... expliquer à nos... Alors, pour ceux qui nous suivent, le jugement par contumace, ça veut dire qu'un jugement qui a été prononcé en l'absence de la partie adverse. Elle n'était pas présente, la partie adverse, et aussi, elle ne s'était pas fait représenter par ses conseils. Alors, il n'est pas venu parce qu'il se moque de la justice congolaise ou parce qu'il fuit son pays? Est-ce qu'il a expliqué sa non-présence? Parce qu'il était revenu quand même dans le pays. Il était revenu après Patatras, il a disparu, on ne sait pas où il est actuellement. Mais je ne sais pas si c'est pour fuir ou se moquer de la justice de son pays. Et je pense que c'est peut-être, il est dans une logique de ne pas vouloir accepter, on va dire, ses responsabilités. Parce que quand on l'entend parler, il est évident qu'il y a quand même une collusion, sinon, enfin, on va dire un peu indirecte, hein, avec le mouvement. Alors justement, quelles étaient les charges qui étaient retenues contre lui? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait énormément de... Alors, ce qui a été retenu, c'est la trahison. La haute trahison qui a été retenue, crime de guerre, crime contre l'humanité, collusion avec l'AFC et M23, et ensuite en intelligence avec une puissance étrangère pour renverser les institutions du pays. Donc avec le Rwanda, en fait. Avec le Rwanda, bien entendu. Et vous pouvez nous expliquer un tout petit peu quels sont les faits qui lui étaient reprochés? Alors, les faits qui lui sont reprochés, c'est quoi? Alors, notamment là, en termes surtout de preuves, hein, en termes de preuves. Et il y a l'auditorat militaire, c'est l'équivalent du parquet militaire, qui a projeté devant la Cour un certain nombre de vidéos, d'images et de témoignages écrits. Des témoignages écrits montrant des exactions, hein, commises par
par le mouvement rebelle à l'Est. Alors, bien entendu, tout ceci reste à prouver. On est dans une espèce de, comment dire, on s'interroge quel est véritablement le lien avec Joseph Kabila, hein, à travers ses images, à travers ses vidéos. Et donc, le parquet et aussi la partie civile, les avocats de la partie civile sont allés encore plus loin, notamment en évoquant d'abord sa première déclaration en Afrique du Sud où il légitime ce mouvement du M23 et le tout couronné par son retour au pays dans la partie occupée par des rebelles qui d'ailleurs assuraient sa sécurité. Et donc là, aux yeux de la Cour, il y avait des indices assez concordants pour montrer qu'il était en intelligence avec ce mouvement. Et donc là, vous parlez de la Cour, donc là, il s'agissait de la Haute Cour militaire. De la Haute Cour militaire. Comme ancien président, c'était plutôt un civil, c'est pas un militaire. Comment vous expliquez que c'était la Haute Cour militaire qui était compétente et pas une juridiction civile? Alors, le président Joseph Kabila, c'est un général hein, d'armée. Hein. D'ailleurs, il n'a pas encore démissionné, il reste encore général d'armée. Alors, en RDC, d'un point de vue de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge dans sa dimension pénale, le juge des anciens chefs d'État et des anciens premiers ministres pour des crimes ou des actes qu'ils ont posés durant leur fonction. Or, pour le procès du président Kabila, la question se pose. Était-il poursuivi en tant qu'ancien chef d'État ou en tant qu'ancien sénateur? Et donc la réponse est qu'il était poursuivi en tant qu'ancien sénateur, en tant que sénateur à vie. Pour preuve, son immunité a été levée par le Sénat. Mais comme il garde le statut de général d'armée, et donc la seule cour capable de pouvoir le juger, c'était la Haute Cour militaire. J'ai été me promener aussi un peu dans le code de justice militaire de la RDC de 2002. J'ai vu les articles 82 et 120 qui prévoient très clairement que la Haute Cour militaire est compétente pour juger des généraux des forces armées congolaises. Alors, mais certains disent qu'en réalité, ça aurait dû relever de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'à votre avis, la question se posait? Alors, la question se posait bien évidemment, mais faut-il encore savoir que la compétence de la Cour pénale internationale, elle est subsidiaire. Elle est subsidiaire, c'est-à-dire que la compétence de principe appartient d'abord aux États. Donc, le message que la RDC voulait envoyer en n'ayant pas transféré cette affaire au niveau de la CPI, c'était de montrer qu'on a une justice qui est forte, une justice qui ne choisit plus des frétins et de gros poissons. Tout le monde est sous l'emprise de la même loi et qu'on était capable de le faire. Oui, nul n'est au-dessus des lois. C'est un peu ça l'idée derrière ce procès? C'est un peu ça, et ça vient en quelque sorte corroborer un peu ce que le président de la République disait, que voilà, que tu sois mon ami, que tu sois mon frère, etc. Une fois que tu commets, tu fais face à la justice. Et c'est des garanties pour finalement un état de droit en marche. Et là, alors, autre condamnation, c'est-à-dire il a été condamné à 33 milliards de dommages et intérêts. Oui. Bon, c'est énorme. À qui vont ces dommages et intérêts? Alors, c'est le dommages et intérêts puisqu'il y a l'État qui s'est constitué partie civile et aussi les provinces affectées du nord et du sud, aussi, du sud Kivu et éventuellement des victimes. Alors, oui, 33 milliards de dollars, c'est une somme astronomique, mais comparée à des milliers de vies qu'on a perdu à l'est de la République démocratique du Congo. Mais là, va-t-il faire l'objet de saisie de ces biens ou pas? Alors, cette éventualité avait été écartée par la Haute Cour militaire qui avait considéré que les infractions commises par M. Kabila ne donnent pas lieu à des peines supplémentaires de confiscation de ces biens.
Mais toutefois si jamais il n'arrive pas à exécuter sa peine, ne se présente pas, je pense pour indemniser les victimes, l'État peut... Mais est-ce que justement les personnes qui doivent bénéficier, que ce soit l'État, que ce soit les ONG, peut-être de victimes, oui. Est-ce qu'elles peuvent demain, pour l'exécution de ce jugement, envisager une saisie de ces biens? Bien entendu, je pense que ça va être l'une des options qui vont être étudiées parce qu'on voit déjà mal que le président Joseph Kabila, d'ailleurs, ne sait pas là où il est. Bon, peut-être qu'il y aura un mandat d'arrêt international qui va être lancé dans la foulée, mais on voit très mal qu'il soit arrêté ou qu'il soit déféré à Kinshasa ou qu'il vienne lui-même pour... Mais est-ce qu'il a des recours contre ce jugement? Alors, il y a des recours déjà. C'est un jugement par contumace, donc il peut avoir ce que l'on appelle, former ce qu'on appelle opposition, faire une opposition, mais à une seule condition, qu'il vienne se présenter devant la juridiction qui l'a condamné, ou lorsqu'il sera arrêté, à ce moment-là, il pourra faire opposition, qui va lui permettre donc de revisiter encore la procédure dès le début et ainsi de le rejuger. Alors, au-delà de cela, il a une possibilité aussi de pouvoir saisir la Cour de cassation. Mais là, il y a une difficulté parce que lorsque la Haute Cour militaire juge les officiers des généraux d'armée, elle juge en premier dernier ressort. Ah oui. Voilà. Et donc, ça verrouille un peu le recours devant la Cour de cassation. Après, il peut aller à l'international, soit saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou le Comité des Nations Unies des droits de l'homme. Mais alors, c'est aussi, c'est un procès, effectivement, devant la Haute Cour militaire, mais qui a aussi une dimension politique. Sans doute. Est-ce que justement il y a eu ces partisans sont sortis manifester contre ce jugement, Alors, il n'y a eu aucune manifestation. Et je pense que dans le camp de Kabila, du président Kabila, je pense qu'il y a des voix dissidentes. Il y a des voix dissidentes depuis qu'il s'est affiché aux côtés du mouvement rebelle. Et je pense qu'au sein de son propre mouvement, il y a des voix dissidentes. Jusqu'ici, en tout cas, il n'y a pas eu de manifestations ou de réactions. Enfin, il y a eu des réactions. Critiques, oui, il y a eu des critiques, bien sûr, mais pas de manifestations dans la rue. Mais pas de manifestations. Est-ce que, dernière question, est-ce que ça peut avoir un impact sur les négociations à Doha actuellement pour mettre fin à la guerre avec le Rwanda? Alors, on peut répondre par l'affirmative. Quand on sait qu'à Doha, d'ailleurs, il faut rappeler que les responsables du M23 et de l'AFC, eux aussi sont condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort. Et à Doha, ils négocient l'effacement des responsabilités historiques. Ils négocient l'amnistie. Bon, et donc, la condamnation de Kabila vient en quelque sorte, là encore, faire une condamnation de trop, puisqu'il est condamné parce qu'il est en intelligence avec le M23. Et donc, ça pourrait jeter un coup de froid. Je dis bien, ça pourrait jeter un coup de froid sur le processus en cours, mais qu'à cela ne tienne, discussion à Doha ou pas, les institutions de la République doivent fonctionner et la justice doit toujours faire son travail. Merci, Dr Benouder Touaré, de vos réponses à nos questions et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Merci.